Bonsoir Laurent Berger, merci d'être notre invité. Vous êtes le secrétaire général de la CFDT. Vous avez publié Syndiquez-vous avec le journaliste Claude Sérillon. C'est un livre d'entretien qui paraît au Cherche Midi. Et vous avez été reçu cet après-midi par le Premier ministre dans le cadre des négociations qui commencent sur les retraites. On va en parler, mais d'abord sur vous, parce que ce livre, il révèle, il parle un peu de vous. Et on découvre, dans le fond, que vous étiez le timide de votre famille, l'introverti, et qui est devenu celui qui parle à la télévision, qui représente un des plus grands, le plus grand syndicat de France aujourd'hui. Comment c'est possible? Comment ça s'est passé? Ça n'empêche pas les timides de parler à la télé. Non, tout simplement parce que l'éducation populaire qu'est le syndicalisme, c'est-à-dire cette école de l'engagement collectif, de la réflexion, de la construction de propositions, c'est ça que raconte ce livre. Moi, j'ai pas tant voulu me raconter, même si je raconte des choses très personnelles, que surtout dire que le syndicalisme, les militants et les militantes dans les entreprises, tous les jours, ils font un travail extraordinaire et pardon, c'est de ça dont il faudrait parler davantage. Oui, parce qu'en même temps, vous dites syndiquez-vous, alors qu'on sait... On l'a vu avec les gilets jaunes, les réseaux sociaux, les nouvelles manières de communiquer, de se battre. D'ailleurs, font que on se dit mais c'est pas vieux, c'est pas vieilleux, ça sert vraiment à quelque chose. Mais cette logique de l'individualisation, justement, on peut s'exprimer sur tout, on peut s'indigner de tout par les réseaux sociaux, ou même ce qu'on a vécu l'hiver dernier et l'année dernière avec les gilets jaunes. Au final, ça n'a pas créé du collectif sur la durée. Et ce dont on a besoin, c'est d'engagement, c'est de collectif. Et donc, c'est un appel à s'engager. Comme on peut avoir eu un appel à s'indigner, moi j'ai envie de dire, engagez-vous, syndiquez-vous, passez de la colère, de l'indignation à l'engagement syndical. Et ça a du sens d'agir sur le travail, d'agir sur la société, comme je le propose dans ce livre. Et vous dites, syndiquez-vous, ça ne veut pas dire automatiquement faites la grève? Ah non, évidemment, syndiquez-vous, c'est parler du travail avec vos collègues, représentez-les, discuter de la façon dont vous vivez votre travail dans votre entreprise, votre administration, et puis syndiquez-vous dans une organisation, la CFDT, qui parle du travail, mais qui parle aussi de la société, des combats qu'il faut mener, qui s'indigne de la situation qui est faite en termes d'injustice, d'inégalité sociale. Enfin, c'est ça qui a agacé Emmanuel Macron. Et c'est ça qui fait qu'au début, on a senti qu'il y avait un peu de friture sur la ligne entre le président et vous, parce qu'il n'avait pas envie que vous occupiez de tout, que vous parliez de tout. Mais nous, on s'occupe du travail, mais on parle aussi de ce qui se passe dans la société. On parle de la transition écologique, qui ne peut pas se faire sans la justice sociale. Et tant pis si ça agace le président de la République, ce n'est pas le sujet. Nous, on est les héritiers d'une longue histoire syndicale qui fait que la CFDT... Elle essaye de changer les réalités du travail, mais elle essaye aussi de transformer la société pour la rendre plus juste. Et donc, alors c'est de la politique? Non, pas du tout. Vous êtes un acteur politique, en fait, vous ne dites pas la vérité là-dessus. Pas du tout. Non, si, je dis toujours la vérité. On est, comme on vient de le prouver avec ce pacte du pouvoir de vivre, des acteurs sociaux. Avec 19 organisations au départ, 50 aujourd'hui, des acteurs sociaux qui avons une parole sur différents sujets parce qu'on a notre propre légitimité. La légitimité de la CFDT, c'est les lieux de travail. C'est notre première place aux élections professionnelles parce que nous sommes présents dans les lieux de travail pour améliorer la situation concrète des salariés. Mais à partir de là, les salariés, ils vivent aussi des questions de logement, d'exclusion, ils sont préoccupés par la question écologique et donc nous apportons notre pierre, mais pas pour s'engager politiquement. D'ailleurs, je vous le dis, c'est pas du tout mon destin. Oui, ça c'est clair, c'est clair. Vous ne ferez pas de politique clair, parce que il y en a, il paraît au Parti socialiste et à gauche qui se disent oui, il va être candidat à la présidentielle, il va vouloir faire. C'est surtout qu'ils le craignent, je pense. Oui, mais alors qu'est-ce que vous leur dites? Moi, je leur dis, je suis un acteur de la société civile. Et je le resterai. Et je le resterai, bien sûr. Vous savez, je serai toujours engagé contre l'injustice, contre la pauvreté, contre les inégalités. Ça, c'est sûr. Pour la transition écologique, ça, c'est sûr. Mais on peut le faire sur d'autres terrains. C'est ce que dit ce livre, que le terrain politique. Un mot alors sur vos relations avec Emmanuel Macron aujourd'hui. Elles sont meilleures. Vous avez déjeuné avec lui 2 fois. C'était pas évident. Comment ça se passe? Non, mais la question, elle n'est pas tant la relation entre deux personnes qui sont chacune dans une responsabilité et qui n'ont pas d'affect particulier. Je veux dire, c'est une relation de responsable d'un président de la République à un responsable syndical. Donc, il n'y a pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tous senti qu'il y avait une forme de prise de conscience que la façon de gouverner ne pouvait pas être exactement la verticalité comme ça avait été pendant 2 ans. Tant mieux, mais ça ne dit rien de ce qui sera capable d'être discuté, ça ne dit rien sur les actes qui seront posés, donc nous jugerons aux actes. Vous savez, il faut comprendre une chose, puisque je ne suis pas un acteur politique et on ne veut pas l'être, on ne veut pas être dans une opposition, ni être opposant, ni être partisan. On veut faire avancer nos idées, nos propositions. La CFDT, puis aussi le pacte du pouvoir de vivre avec les associations environnementales, de lutte contre l'exclusion. Et pour ça, il faut bien discuter.
il faut bien discuter. Moi, je ne suis pas dans le témoignage, je suis dans la construction de solutions concrètes. Non, mais certains ont dit, vous avez pris trop de place avec François Hollande, vous bloquez peut-être certaines réformes, vous avez bloqué parce que justement vous parlez, mais du coup, ils ne veulent pas vous contrarier, alors vous savez, moi je souhaite qu'il y ait beaucoup d'acteurs engagés, qui portent des propositions qui nous sont communes ou qui ne nous sont pas communes. Je souhaite une démocratie vivante. Et donc, si à un moment donné, certains ont trouvé qu'on avait pris trop de place, c'est parce qu'ils avaient déserté le terrain. Parce que faire des propositions, être capable de s'engager quand on signe un accord, être capable de dire, bah voilà, on n'est pas d'accord sur tout avec tel ou tel ministre ou tel gouvernement, mais ça, on est d'accord. Voilà, et parce qu'on y a contribué. Il faut un peu de courage, un peu d'engagement, un peu de responsabilité. Et donc, c'est ça que la CFDT veut prétendre faire, et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats. Les résultats pour les salariés, pour notre démocratie, pour la transition écologique. Et c'est là-dessus qu'on se bat. Vous avez vu ce qu'a dit Éric Woerth la semaine dernière. Parfois, il faut accepter d'être confronté à l'opinion publique ou aux syndicats. Et ce n'est pas uniquement de faire plaisir à la CFDT qui sauvera le monde ou de la planète en France. Et là, il disait cela parce que Emmanuel Macron a eu l'air d'évoluer sur la réforme des retraites dans votre sens et qu'on a senti un mouvement comme ça. Et on s'est dit, tiens, ça y est, il fait... Monsieur Woerth, il appartient à un courant politique avec lesquels on n'a pas eu peur, quand on a estimé qu'il fallait le faire, de s'engager également. C'était le cas en 2003 sur une réforme des retraites. Vous en rappelez ? Avec François Fillon. Oui, avec François Fillon. François Chérec. Oui, et depuis ce temps-là, 1 million de travailleurs sont partis avant l'âge légal de la retraite pour carrière longue. Parce qu'on considérait que c'était juste. Parce qu'on considérait que le système par répartition, à l'époque, était en difficulté financière, on l'a fait. Donc, vous savez, nous, on demande à ce que personne nous fasse plaisir. On demande à ce qu'on réponde à nos revendications, à nos préoccupations. Sur la retraite, la réforme des retraites aujourd'hui, vous en avez discuté avec le Premier ministre. Est-ce que vous avez l'impression que ça va être long et compliqué? C'est ce que vous avez laissé entendre. Oui. Mais est-ce qu'il y a une vraie volonté? Parce que maintenant, on commence à dire, en fait, ils sont en train de retarder les échéances, ils ont peur que ce soit trop explosif. Par essence, c'est long et compliqué. Nous, ce que nous voulons depuis le début, et pas depuis l'arrivée de M. Macron comme président de la République, depuis 2003, justement, nous voulons une réforme systémique des retraites qui permette un système par répartition plus juste et plus lisible, qui permet plus de possibilités de libre choix des salariés. Et donc, forcément, c'est comme si on avait une feuille blanche en disant c'est la répartition, c'est la solidarité qui est le socle de tout ça. La solidarité entre les générations et au sein d'une même génération, entre des gens qui ne vivent pas forcément les mêmes carrières professionnelles. Et donc, forcément que c'est long, parce qu'on ne part pas d'une feuille blanche, on part d'un système des retraites qui a vécu pendant des années et qui a fait la preuve de son efficacité, mais qui a aussi généré de profondes injustices à l'intérieur de ce régime. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il va y avoir que des perdants? Mais aujourd'hui, je réponds que c'est faux, que d'abord, il est bien trop tôt, mais il faudra les faire pour faire ces projections, parce qu'on ne sait pas exactement le chemin qui va être suivi. Et je réponds une chose, le système aujourd'hui, il fait beaucoup de perdants. Beaucoup de perdants. Il fait d'abord beaucoup de perdants chez les femmes, qui interrompent leur carrière ou qui ont des carrières moins dynamiques. Elles ne le seront plus dans un nouveau système à point? Eh bien non, parce qu'il faudra des mécanismes de compensation pour majorer par exemple les points dans la situation d'arrêt pour des congés maternité, etc. Et ils font des perdants pour ceux qui travaillent et qui cotisent, mais qui ne se créent pas de droits. Vous savez quand même que quand vous travaillez 20 heures ou 30 heures dans un mois et que vous ne travaillez pas les mois suivants, vous ne vous créez pas de droits parce que vous n'avez pas la durée minimale sur un trimestre. C'est ça la réalité. Il y a des gens qui cotisent et qui ne se créent pas de droits. Ça sera fini. Elle crée des perdants chez ceux qui ont des carrières hachées, qui ont des carrières pénibles et qui ne sont pas reconnues. Donc c'est ça qu'il faut corriger. Le gouvernement, est-ce qu'aujourd'hui, on a entendu en juillet Jean-Paul Delevoye dire il y aura un âge de départ légal, toujours, 62 ans, à partir duquel on peut partir, et il y aura un âge pivot, 64 ans, à partir duquel on considérera que si on devrait avoir un taux plein, si on reste, ça sera majoré, si on part avant, ce sera minoré. Ça, vous avez dit, pas question, parce que ça va désavantager ceux qui ont commencé à travailler jeunes et qui seront obligés d'attendre 64 ans. Alors, le président dit... Moi, je ne suis pas trop pour cet âge pivot, je suis plutôt pour la durée de cotisation. Et à ce moment-là, il y a certains qui ont dit, mais ceux qui ont fait des études longues, c'est parfois des travaux évidemment peut-être plus intéressants, moins difficiles physiquement. Et encore, ça dépend quand on se lève à 4 h du matin pour venir travailler à la télévision ou à la radio, et à quelque niveau que ce soit. Mais qu'on soit clair, dans un système c'est pas évident. retraite... Et du coup, je finis mon raisonnement. Du coup, ceux-là, ils peuvent être obligés de partir après même 64 ans, peut-être parfois déjà, 65, 66, 67 ans. D'abord, il faut le dire, ceux-là, ils partent déjà
pour avoir une retraite pleine et entière s'ils n'ont pas tout leur trimestre, toutes leurs annuités, ils partent déjà à 63, à 65, 66, 67 ans. Deuxièmement, la réforme qui est devant nous, ce n'est pas une réforme budgétaire. Ça n'a rien à voir en termes de contexte avec 2003, 2008, 2010, 2013. Il n'est pas question de consolider financièrement le système de régime par répartition. Ça, c'est vous qui le dites. Mais le gouvernement dit il faut qu'en 2025, il soit équilibré. Ce ne sera pas le cas, il manquera 10 milliards. Oui, mais enfin, ce n'est pas la situation de 2003, de 2008, etc. Hein, où il y a eu... Et donc, la réforme ne peut pas être une approche budgétaire. Moi, je le dis, mais je ne suis pas le seul à le dire. Le président de la République, quand il a parlé de cette réforme, il a dit que ce n'était pas une réforme financière. Qu'il y ait une volonté d'équilibrer le régime sur la durée, évidemment, mais personne n'a intérêt à ce que le système par répartition soit tellement fragilisé qu'il ait un problème financier, etc. Mais je le dis, et la durée de cotisation, ça n'a pas de sens dans un régime par points. Ça n'a pas de sens. Donc, le gouvernement, il va vouloir mettre la question de l'équilibre 2025 sur la table, mais si la question, elle est, comme on le voit sur certains bandeaux, les Français travailleront plus, mais ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de refaire une réforme qui remette de la justice à l'intérieur du système des retraites. Alors, les Français ne travailleront pas plus ? Mais les Français, ils travailleront pas. D'abord, il faut savoir que la moitié des Français qui arrivent à la retraite, qui liquident leur retraite, sont plus dans le travail. Ils sont au chômage, parfois. Au chômage, en invalidité, etc. Donc déjà, quand j'entends un certain responsable patronaux expliquer qu'il va falloir travailler plus longtemps, moi, je leur dis, mais arrêtez de mettre les seniors sur la touche. Deuxièmement, arrêtons ensemble de faire que les gens sont tellement cassés que de toute façon, ils ne sont plus en emploi au moment où ils arrivent à la retraite. Mais donc vous dites qu'ils ne travailleront pas plus, ils travailleront comme ils voudront, à la carte, ils partiront quand ils voudront. Mais il faudra... C'est possible ça ? Avec une pension correcte. En tout cas, c'est une aspiration extrêmement forte, mais il faudra une pension correcte, donc il faut faire des projections. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un âge légal, il faut le maintenir, c'est 62 ans. Et il faudra qu'on soit très très clair sur le fait que le système, il permette de générer un droit à la retraite suffisant lorsque vous aurez atteint cet âge de 62 ans et avec des possibilités de libre choix. Mais moi, je ne l'invente pas, ça. On a fait une enquête qui s'appelle Parlons Retraite. Et cette enquête, elle est extraordinaire. Parce qu'elle permet de voir qu'il y a des gens qui veulent arrêter le plus vite possible. Tous ceux qui ont notamment des métiers extrêmement difficiles. Et puis, il y a des gens qui veulent continuer. Il y a des gens qui disent, moi, je ne comprends pas pourquoi le vendredi, j'avais bossé jusqu'au vendredi, je travaille comme un dingue. À partir du lundi, il n'y a plus rien. Ils veulent de la retraite progressive. Donc ça fait un sujet qu'on a mis sur la table. Il y a des gens qui disent, moi, on ne reconnaît pas ma pénibilité, je finis, je suis cassé, etc. Ceux-là, il faut des dispositifs de pénibilité. Et il y a ceux et notamment un paquet de femmes, qui n'ont pas la carrière complète et qui sont obligées d'aller jusqu'à 67 ans. Notamment beaucoup de femmes qui travaillent dans le nettoyage, etc., dont on sait que c'est leur réalité. Donc il faut regarder tout ça. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Combien de temps, selon vous, c'est combien ? Je ne sais pas, c'est le Premier ministre qui dira. Bien sûr, mais à mon avis, il faut se donner jusqu'au printemps 2020 pour traiter les questions. Parce qu'on a à la fois les questions à traiter pour le système global, il faut regarder profession par profession ce que ça va donner. Il faut supprimer tous les régimes spéciaux parce qu'aujourd'hui, on entend le gouvernement dire les professions en uniforme, les militaires, les policiers... Non, mais il y a des spécificités. On ne pourra pas supprimer le régime de retraite. Un régime universel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des spécificités. Ces spécificités peuvent être en fonction de ce que vous avez vécu. Par exemple, des carrières pénibles, ou en fonction d'un secteur professionnel particulier. Il n'y a pas, mais il faut en discuter. Et moi, ce qui m'agace, je vais vous dire très clairement, c'est qu'en fait, pour prendre une métaphore footballistique, je ne sais pas si vous aimez le football, moi j'aime bien, c'est comme si on était en gros encore dans le vestiaire, à se dire le plan de jeu des uns et des autres. Donc voilà, on n'est pas rentré sur le terrain, et il y en a certains qui sont en train de commenter le résultat du match. Mais il n'y a pas eu de match. On n'a pas commencé vraiment. Il y a eu 18 mois de consultation. Oui, pour un rapport qui est la base. Mais il n'y a pas de projet de loi. On nous dit aujourd'hui, on veut travailler sur tel sujet, vous voulez travailler sur quoi? Nous, on a dit on veut travailler sur la pénibilité, sur la carrière, la retraite progressive, sur le minimum de pension. On veut travailler sur la situation de toutes les professions qui seront potentiellement impactées. Et vous avez trouvé un gouvernement à l'écoute, un Premier ministre à l'écoute? Il a dit on va travailler. Il va dire on va travailler. Le ton a changé pour vous, selon vous? De toute façon, il faudrait être totalement dingue, excusez-moi de le dire comme ça, pour considérer qu'une mise à plat du système de retraite, pour le consolider, pour le rendre plus juste, ça ne nécessite pas de travailler énormément. Et donc, il faudrait être fou pour essayer de passer en force. Et d'ailleurs, je le dis, la CFDT, certains disent, mais vous êtes pour. Mais on ne peut pas être pour ou contre quelque chose qui, pour l'instant, n'existe pas. On a dit ce qu'on pensait du rapport de loi, ce qu'on trouvait bien, ce qu'on ne trouvait pas bien, ce avec quoi on était en total désaccord, et ce qu'on voulait voir dedans qui n'était pas présent.
Et maintenant, on va discuter. Et donc, je vois bien que le pays est en train, tout le monde est en train de se dire, il faut se calmer. Il faut se calmer. D'abord, cette réforme, lorsqu'elle serait votée, si elle est votée, elle s'appliquerait pas avant dans les 5 années qui suivent. Donc déjà, tous ceux qui partent en retraite dans les 5-6 prochaines années, c'est nos sujets pour eux. Ensuite, on n'a même pas parlé de la transition. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé ce soir. C'est fondamental. On ne va pas passer d'un système A à un système B en claquant des doigts, comme on a fait en l'an 2000 sur un certain nombre de dispositifs. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez le sentiment il faut remettre de la raison, il faut remettre du dialogue, de la discussion. Voilà, ça n'a pas encore commencé, il ne faut pas s'exciter, il faut se calmer. Et le gouvernement vous semble dans cet état d'esprit, et c'est ce qui est positif parce que... Les concertations, les bilatérales d'aujourd'hui et demain ne sont pas terminées, on verra ce que dira le Premier ministre. Les autres syndicats sont beaucoup plus durs que vous, ils sont beaucoup plus... AFO, on dit, en fait, le système de points va être dans la main du gouvernement, il fera ce qu'il voudra. Philippe Martinez dit non, mais ça a changé, en fait, ils veulent le faire travailler plus, et c'est tout. Puisque Philippe, ce matin, il fait une interview où il me cite 4 ou 5 fois, et je vais le citer une seule fois. Ce matin, dans son interview, Philippe Martinez, il dit le système par points, c'est horrible parce que pour ceux qui n'auront pas cotisé, ils n'auront pas de retraite. Mais aujourd'hui, dans le système de retraite par répartition tel qu'il existe, ceux qui n'ont pas cotisé, ils n'ont pas de retraite. Alors ça peut poser le problème des minima sociaux sur lesquels on est très engagé, etc. Mais il faut arrêter de raconter des bêtises. Je le dis très franchement. Il raconte des bêtises, Philippe Martinez. Mais oui, enfin, en tout cas, quand texto... Ça sera un problème parce que ceux qui ne cotiseront pas n'auront pas de retraite. Mais ceux qui ne cotisent pas aujourd'hui, ils n'ont pas de retraite. Et d'ailleurs, ceux qui cotisent parfois aujourd'hui n'ont pas la retraite à hauteur de ce qu'ils ont cotisé. Donc, moi, je ne veux pas me mettre des ennemis partout. Je n'ai aucun intérêt à ça. Et c'est pas mon état d'esprit. Mais ce n'est pas mon état d'esprit. Mais est-ce qu'on pourrait sérieusement éviter de raconter des bêtises? Est-ce qu'on pourrait avoir ce débat, peut-être pour conclure à la fin que finalement, il n'y a pas de voie de passage, mais juste se dire que le système de retraite aujourd'hui, il est injuste. Et essayons de réparer ces injustices. Si c'est pour donner... Ça va passer, là, il nous reste 2 minutes. Est-ce que ça va passer quand on sort de la crise des Gilets jaunes, quand on sait qu'il y a un climat de tension sociale aux urgences, de beaucoup de difficultés, qu'il y a des enseignants, certains, qui sont inquiets? Est-ce que vous avez l'impression que le climat social général permettra de faire passer cette réforme, ou bien est-ce que vous êtes inquiet, vous dites ça peut réexploser? Moi, je suis inquiet aujourd'hui, je vais vous dire, je suis inquiet sur la situation de l'hôpital. Je suis inquiet sur la situation des salariés de la grande distribution. Je suis inquiet dans un certain nombre... on nous parle aujourd'hui, nos camarades de Schneider nous disent qu'ils sont extrêmement inquiets sur la situation de l'entreprise, dans certains secteurs. Oui, on peut être inquiet sur un certain nombre de choses, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir à des systèmes de protection sociale. La fièvre globale, vous avez l'impression qu'elle a un peu baissé? Moi, j'avais dit, il y a 1 an, à la même période, j'avais dit, il y a 2 bombes à retardement, la question des inégalités profonde et notamment territoriale, on l'a encore vu cet été, et la question de la transition écologique qui n'est pas comprise et qui est pourtant une urgence. Et tout ça nous crée un risque de crise démocratique. Ce qui a créé ce qu'on a vécu l'année dernière est toujours là. Et donc, il faut en appeler à quoi? À des mesures concrètes, ce que nous faisons, la CFDT, auprès de ce gouvernement, y compris dans le PLF, des mesures qu'on propose avec le pacte du pouvoir de vivre, mais il faut aussi que les acteurs, quels qu'ils soient, syndicaux, politiques, économiques, etc., ils aient le sens des responsabilités pour dire quoi? Pour dire voilà ce que nous proposons, et on rentre dans la concertation, dans la négociation parfois, et on se confronte, mais on fait émerger des solutions. Merci, et pas Laurent dans le commentaire. On n'a pas besoin de plus de commentateurs, on a besoin de gens responsables, engagés, et qui font des propositions, quelles qu'elles soient. Bon, je vous sens en colère, et j'ai entendu que vous aviez dit, il y en a qui disent des bêtises, et il faut arrêter de dire des bêtises, et ils se sont reconnus, vous les avez cités. Merci d'être venu sur notre plateau.